Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Les violences commises au sein d'un couple ou en union libre dues aux excès de jalousie dans la plupart des cas peuvent avoir une influence considérable sur les enfants, physiques ou psychologiques. Les violences conjugales sont toutes punies devant la loi. Le reportage de Sabrina Kundipenda. Les violences conjugales, un phénomène qui prend de l'ampleur ici au Gabon. Que ce soit à Libreville ou à l'intérieur du pays, plusieurs personnes en sont des victimes aujourd'hui. Face à la persistance de ces actes qui à plusieurs reprises ont causé du tort à plus d'un, les uns et les autres s'interrogent sur les raisons qui peuvent favoriser ces violences dans le couple. Généralement, c'est souvent grande jalousie. Soit on est trop jaloux, c'est la nature de certains dans les couples. Pas de langage, voilà, et puis le manque de confiance, voilà. Posées à répétition, les disputes ou bagarres des parents peuvent avoir une influence considérable sur les enfants, surtout sur les plus sensibles. Quand les enfants subissent un traumatisme, à chaque fois, ils voient leurs parents se battre, se discuter. En fait, ça les traumatise. Et parfois, eux aussi, ils deviennent violents. Sous la pression, ils finissent par développer aussi une certaine forme d'agressivité, une certaine forme de violence. Ils finissent par reproduire ce qu'il a longtemps subi. Rappelons que les violences commises au sein d'un couple marié ou en union libre, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, sont toutes punies devant la loi. À chacun d'en prendre conscience et d'agir de manière responsable pour préserver sa vie et celle de son époux ou épouse. Pour mieux contrôler les dépenses de l'État et les effectifs du ministère des Affaires sociales, les agents dudit ministère pourraient voir leur salaire mis sous bon de caisse. Les raisons sont évoquées dans ce journal par le président du SAPAS, syndicat autonome du personnel des affaires sociales. Le reportage de Arnaud Mbabukung. La fin automatique des agents de l'État, ceux du ministère des Affaires sociales, vont en payer le lot tribut. Ils pourraient dans les tout prochains jours être payés par bon de caisse, nous précise le président du syndicat des agents du dit ministère, Pierre Minta. En date du 21 mars 2018, le ministre d'État en charge des Affaires sociales a initié une correspondance à l'endroit du ministre de la fonction publique. Correspondance dans laquelle le ministre d'État fait un constat. Le constat selon lequel, au niveau des affaires sociales, il y a 3704 agents. Et que dans ces 3704 agents, il y a 1276 agents qui sont portés disparus depuis des mois et qui perçoivent indûment les salaires. Donc vous comprenez que pour vérifier cette situation, la seule opération qui peut être mise en place, c'est la mise en bon de caisse. Parce que le bon de caisse est personnalisé. Vous voyez? Donc c'est une opération qui va se justifier par le fait que sur les 3704 agents du ministère des Affaires sociales, il y a 1276 qui sont portés disparus. Ils ne sont pas morts, ils ne sont pas en stage, ils perçoivent régulièrement leur salaire, mais ils ne sont pas dans les services. Ça se justifie. Une démarche certes louable, mais à demi-teinte. Les fonctionnaires fantômes dans l'administration publique gabonaise, cela date du régime de Omar Bongo Ondimba. La lutte en vue de les démasquer avait prospéré à cette époque, mais n'est pas allée jusqu'au bout. Il faut relancer cette opération en l'élargissant à l'ensemble des ministères, car celui des affaires sociales n'est pas le seul à abriter ces destructeurs du plafond financier de l'État. La jeunesse de Libreville, précisément celle du 5e arrondissement de la commune, a reçu tout dernièrement la remise officielle du bâtiment médiathèque devant servir à la jeunesse pour leurs travaux de recherche. Un don offert par Gisèle Akogé, députée du 5e arrondissement, 2e siège. Le reportage de Euphrem Biogoezo. Le centre médiathèque du 5e arrondissement, conçu de façon générale pour la jeunesse gabonaise, a été remis officiellement à la présidente du conseil municipal de la commune de Libreville par son maître d'ouvrage, qui n'est autre que l'honorable Gisèle Akogé, épouse du Toumeson, un investissement qui est le fruit d'une longue réflexion, d'autant plus que la donatrice a embrassé la carrière enseignante dès son jeune âge, peu avant de faire carrière dans la politique où elle excelle en ce moment. Des caractéristiques de cette nouvelle bâtisse sont sans appel et offrent aux personnes désireuses de pouvoir effectuer des recherches dans un cadre convivial de confort. Madame le maire, les caractéristiques techniques de ce bâtiment d'un niveau à une hauteur de 9 mètres.
et mesure 23,50 mètres de long sur 13,50 mètres de large, donnant ainsi une surface d'emprise totale de 317,25 mètres carrés. Le rez-de-chaussée est composé d'une salle polyvalente d'une capacité de 250 places modulables, avec l'estrade, d'un plafond en plâtre, les fenêtres sont en baie vitrée et toutes les portes sont pleines et en matériaux durables. On trouve aussi une pièce pouvant servir de bureau et dont la fenêtre est en bois, ainsi que 2 toilettes modernes. L'accession à l'étage se fait par un escalier balancé donnant à la terrasse et protégée par des grilles en acier. Celle-ci est soutenue par 4 poteaux cannelures servant de portique. À l'étage, on retrouve également une grande salle devant servir de bibliothèque et de multimédia, une salle devant servir de bureau et de 2 toilettes modernes. Les fenêtres de la grande salle sont également en baie vitrée. Toutes les portes et fenêtres du bureau sont aussi en matériaux durables. À la différence du rez-de-chaussée, tout le plafond est fait de contreplaqué adapté. La toiture est couverte en tôle Bacalu 040 et le sol de tout le bâtiment est revêtu de carreaux de très haute qualité. Les murs de toutes les toilettes, là aussi, sont de faïence, de très grande qualité. Je ne pouvais terminer sans parler du choix de la peinture qui donne à ce bâtiment des couleurs appréciables et reluisantes. Un bonheur multiforme partagé par le maire du 5e arrondissement de la commune de Libreville qui, dans son adresse à l'endroit des populations de cette circonscription administrative, a souhaité que cet outil soit préservé. Les populations du 5e arrondissement pour vous demander à tous et à chacun de dire merci à l'honorable Gisèle Akogé. Merci à l'honorable Gisèle Akogé de nous avoir mis à la disposition des jeunes de la commune de Libreville, celle d'Ovendo et d'Akanda, parce qu'un centre de lecture, il n'est pas simplement fait pour les jeunes de son quartier. Les jeunes de tous les quartiers, je suppose, viendront également s'abreuver dans ce centre de lecture. La matérialisation de ce projet rentre dans le cadre de la politique culturelle prônée par les plus hautes autorités, d'où l'engagement pris par Rose Christiane Osuka Ponda de doter entièrement cet édifice de matériel de bureau, partant du matériel informatique jusqu'aux ouvrages. Nous allons vous forcer à faire en sorte que vous formalisez justement juridiquement ce don afin que le transfert se fasse de manière légale. Et nous allons nous efforcer de pouvoir prendre une délibération qui va acter justement le don que vous venez de faire ici à la ville de Libreville, afin que ce don appartienne dorénavant à la commune de Libreville. Pour terminer, j'affirme que la commune mettra tout en œuvre pour équiper cet établissement public et le faire vivre afin qu'il soit non seulement un lieu d'ouverture et de partage, mais un lieu d'animation de la vie culturelle locale, mais aussi un lieu de cohésion sociale et de réelle mixité. Je vous remercie. La coupure du ruban par les autorités présentes est venue conforter le caractère festif de cette inauguration, emboîtée bien évidemment par des bénédictions des religieux. À noter que la création de ce bâtiment ultramoderne part d'un constat, l'absence de centre de lecture pour jeunes dans la ville et la perte de nos identités culturelles. Un outil qui devrait participer au développement intellectuel de nos jeunes. Euphrem Biogoezo. À cela, j'ajouterais que j'avais fait un constat. Il nous manquait une structure de documentation. Je le partageais il n'y a pas très longtemps avec ma sœur, Madame le maire de Libreville, parce que nous avons été ensemble à l'école. Et nous, lorsque nous étions à l'école, moi j'allais à Immaculée, j'allais au lycée Léon-Bas. Il fallait partir jusqu'au centre culturel français. Je ne sais pas si les jeunes de maintenant savent où se trouvait le premier centre culturel français. Au stade Querélé. Nous allions jusque là-bas pour pouvoir emprunter des livres. Ce n'est que plus tard que ce centre culturel français a été déporté en Bolo. Mais le tout premier se trouvait juste au centre-ville,
au niveau des finances, là, à côté, du Centre culturel français. Donc, je suis partie de ce constat qu'il manquait cette structure et je sais l'importance du livre dans le monde de la scolarité. J'ai pensé que je pouvais le faire, que je pouvais pallier cette insuffisance. L'autre raison également, ce sont les jeunes, la jeunesse. Il m'a paru intéressant de faire quelque chose pour eux parce que j'avais constaté que beaucoup de jeunes s'adonnaient à des pratiques qui étaient nuisibles pour leur santé, nuisibles pour leur avenir. Vous vous en doutez bien, inéluctablement nuisibles pour le Gabon. Parce que lorsqu'on a une jeunesse qui s'adonne à des choses qui n'apportent rien, c'est le pays qui perd. Donc, fort de ce constat, j'ai pensé qu'il fallait là aussi que je fasse quelque chose. Insalubrité, insécurité et absence d'infrastructures, voici les difficultés auxquelles sont confrontés les élèves de l'école publique Akuronam 1, située, non, d'agricole, je voudrais dire l'école publique d'agricole, située sur la nationale 1, non loin de Kango. Le reportage de Frem Biogoezo. À l'instar des autres structures éducatives relevant du domaine du ministère de l'Éducation nationale, l'école publique d'agricole située non loin de la commune de Kango, sur la nationale 1, est en proie d'énormes difficultés d'ordre infrastructurel, logement des enseignants quasi inexistants, le peu qui existe est dans un état de vétusté avancé. Que dire alors des sanitaires? Beaucoup datent de la colonisation et exposent à tout ce qui s'y aventure, à tout genre de danger, morsures de reptiles et de tout type d'insectes venimeux. Ici, vous avez les logements des enseignants, les logements construits par Olam, mais ces logements sont faits avec, comment dirais-je, l'essence qu'on appelle le koumé. Vous voyez vous-même comment les termites sont en train de tout bouffer, bon, pour utiliser le terme des enfants. Mais je vous dis que il y a un problème d'eau. Et les enfants, pour se déplacer, pour prendre de l'eau, pour se désaltérer, les enfants vont un peu plus loin. Nous avons un problème d'eau. Mais les actes de vandalisme, depuis mon arrivée, j'ai essayé de canaliser, ça va quand même. Mais le problème, c'est l'eau. L'eau qui mine l'école d'agricole. 118 élèves inscrits en début d'année. Ce chiffre a curieusement dégringolé, faute d'infrastructures, les parents d'élèves ayant jugé utile de transférer leurs enfants vers d'autres structures d'accueil. À mon arrivée, il y a des enfants qui sont partis, il y a des enfants qui sont malades, manque de dispensaires. Voilà, le mot qui mine, c'est celui-là, les dispensaires. Il y a le dispensaire qui manque dans le village. Il y a un problème de dispensaire. Je disais tantôt qu'il y avait un manque de dispensaire. Et les parents, pour eux, ils ne peuvent que prendre leurs enfants et emmener ailleurs, soit à Kango ou à Ekouk Chantier. Ici, à Agricole, il n'y a pas de dispensaire. Il y a un dispensaire qui a été construit, mais qu'on n'a jamais vu un infirmier affecté ou une infirmière. Bien. Par rapport à cela, puisque le bâtiment du dispensaire existe, mais l'école exploite maintenant le bâtiment du dispensaire. Il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien ici au deuxième canton, Komo Kango. Moi j'interviens en tant que directeur d'école Komo Kango. Il n'y a rien ici dans le deuxième canton. Bien qu'à court de mots, il espère obtenir les moyens d'accompagnement émanant du ministère de l'Éducation nationale afin de pallier à ces multiples difficultés.
Et pour être tout à fait exhaustif sur ce sujet, Cédar Moubamba, directeur de l'école publique d'agricole, revient ici sur les mots qui minent cette structure, propriété de l'État. Les jeunes du village qui sont venus me visiter, qui ont cassé la fenêtre et puis sont introduits dans mon logement. Ils ont pris tout ce qu'ils voulaient prendre. Et par la suite, ils sont allés casser le bureau. Ils ont fumé le chanvre. Ils ont même laissé un tas de chanvre. J'ai interpellé la gendarmerie du péage. La gendarmerie du péage est arrivée et ils m'ont demandé d'écrire une plainte contre X. J'ai écrit une plainte contre X et puis nous avons quand même... les autorités, donc les gendarmes ont arrêté quand même quelques-uns. Voilà pourquoi, depuis ce jour, il y a maintenant la tranquillité à l'école publique d'agricole. S'agissant des latrines, je ne peux pas... Tu prends le vélo micro, voilà. Non, c'est bon. Allez-y, parlez. S'agissant des latrines des enfants, bon, je ne peux pas me prononcer là-dessus puisqu'il y a un ministère compétent qui peut plutôt parler de fait. Les enfants ne sont pas en sécurité. Moi, je fais de mon mieux. Vous voyez, la cour, elle est grande. C'est une très grande école. La cour, elle est grande. Je fais de mon mieux. Dès lors que nous avons, logiquement parlant, depuis que nous avons les petits-enfants, le travail manuel, ce n'est plus vraiment ça. Je fais de mon mieux, je fais venir les enfants, et le travail manuel, c'est chaque vendredi, ici, à l'école publique d'agricole. Donc, ici, vous voyez les latrines, vous voyez... derrière le bâtiment de l'école, vraiment, c'est très dangereux pour les enfants. J'aurais appris et j'ai vu un document laissé par mes prédécesseurs en 1982 et il y a même eu un éléphant qui était sorti. Là, vous voyez là, un éléphant, là où il y a les latrines des enfants là, un éléphant qui était sorti là. Donc c'est très dangereux, c'est un danger permanent pour les enfants. De la Nationale 1, direction tout de suite la commune de Port-Gentil qui bénéficie de travaux d'assainissement de son littoral. Un projet financé par l'État gabonais qui souhaite redonner une autre image de ce site touristique. Le reportage de Estranel Ovonondong. Le littoral de la ville pétrolière du Gabon présente aux yeux de nombreux touristes et habitants de la localité une peau neuve, notamment à l'issue des travaux de réhabilitation placés sous le financement de l'État gabonais et la supervision de l'hôtel de ville. En attendant la livraison totale du dit chantier, l'espace se donne une place de choix pour des rendez-vous amicaux, laissant tout de même les observations des uns et des autres portées sur ces affaissements qui se développent autour de ces réalisations ces derniers temps. On le sait très bien, ce n'est pas une nouveauté. L'eau est en train de monter partout dans le monde. Et évidemment, ce genre de phénomènes se reproduiront de plus en plus puisque Port-Gentil est au niveau de la mer. Et vous le voyez d'ailleurs sur ce trou béant là, que la mer fait son œuvre petit à petit. Là, on en est là, mais si on voit sur la route, c'est aussi en train de ronger en dessous. Bon, en plus, d'autant plus que là, il y a une ouverture, il y a un collecteur. Même, je dirais pas un collecteur, un déversoir, qui a facilité certainement l'entrée de la mer beaucoup plus facilement à l'intérieur des terres. Et ça se poursuivra de plus en plus. Malheureusement, on ne peut que constater ce genre de phénomène tant qu'on ne prendra pas les bonnes décisions. Pour ce défenseur de la protection de l'environnement, les raisons de cet écroulement de sol proviendraient de la qualité des travaux exécutés par l'entreprise adjudicataire en ces lieux. Je pense qu'ils n'ont pas pris toutes les données nécessaires pour pouvoir faire les travaux et ça a été peut-être des travaux faits à la va-vite. C'est malheureusement le triste constat. Si on prend le temps d'étudier, on aurait bien vu que ce genre de choses en bord de mer, sachant plus que ce genre d'exemple
il y en a eu d'autres ailleurs et qui n'ont jamais tenu. Donc on voit bien que c'est du provisoire, c'est pas du définitif. Ça ne peut être que quelque chose d'éphémère. Même si on pensait pouvoir peut-être amener un peu la population à avoir une jetée, une promenade, mais c'est pas comme ça qu'il aurait fallu le faire. Il aurait fallu faire des études beaucoup plus profondes, mettre des pales planches beaucoup plus profondes pour pouvoir protéger justement tout ce qui est en dehors de la mer. C'est donc à ce titre préventif que les autorités municipales sont invitées à prendre des mesures adéquates au risque d'enregistrer les accidents, vu que les zones détectées ne sont pas signalées aux différents visiteurs des lieux. Tout comme cette partie du littoral pourrait voir sa durée de vie estimée être réduite avant que le chantier ne soit totalement livré aux populations. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. Ils s'opposent sur de nombreux sujets et pourtant, d'après eux, la relation est excellente. Le président américain Donald Trump reçoit aujourd'hui son homologue français pour une visite d'État à Washington, scellant ainsi un renouveau du tandem franco-américain. Presse internationale. C'est un enjeu de taille qui attend Emmanuel Macron pour sa visite à Washington, convaincre Donald Trump de ne pas se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. La date butoir fixée par le président américain approche maintenant à grands pas. Le 12 mai, les États-Unis feront marche arrière et rétabliront les sanctions contre l'Iran si l'accord n'est pas durci. Face à ces déclarations, l'Iran menace. Nous avons mis plusieurs options sur la table. Certaines sont prêtes et incluent une reprise de nos activités nucléaires à un rythme plus important. Des 3 pays européens signataires, la France semble être la mieux placée pour convaincre Donald Trump. Emmanuel Macron entretient aujourd'hui de meilleures relations avec le président américain que Theresa May ou Angela Merkel. Pour le chef de l'État français, modifier l'accord est possible, mais le quitter serait une grave erreur. Je n'ai pas de plan B pour le nucléaire iranien, donc c'est un sujet que nous allons aborder. Sur cette question du nucléaire, je veux dire, conservons le cadre existant, car c'est mieux qu'une situation à la nord-coréenne. L'un des points de discorde concerne la levée progressive des restrictions sur les activités nucléaires de l'Iran à partir de 2025. Toute modification de l'accord s'annonce difficile sans l'aval des autres pays signataires comme la Chine et la Russie, bien décidés à laisser le texte en l'état. La solution pourrait se trouver dans un accord complémentaire entre Européens et Américains, un compromis que devraient défendre Emmanuel Macron et Angela Merkel. La chancelière sera à Washington vendredi prochain. Et la page des sports de cette édition d'information nous ramène tout de suite au Gabon où la ville de Lambaréné a été le week-end dernier le théâtre du congrès électif de la FEGAFOOT. Scrutin entaché de nombreuses irrégularités, absence de transparence, vote des ligues et associations non reconnues, chose qui devrait faire réagir la FIFA dans les jours qui viennent. Le reportage de Euphrem Biogoezo. Des associations sportives, Ligue provinciale de football non conforme et une commission électorale aux ordres, dont la seule mission étant la réélection du bureau sortant, mission accomplie pour l'instant, d'autant plus que Pierre-Alain Mungengue est toujours en poste, mais nul ne peut prédire avec exactitude ce que nous réservent les jours à venir, l'heure étant désormais consacrée aux éventuels recours. Le collège électoral de la Fédération gabonaise de football étant composé de 35 membres électeurs, parmi lesquels on compte des ligues provinciales, les clubs de première division et les associations. Première incohérence de taille, les ligues de football de l'estuaire et du Wellington, bien qu'interdit de prendre part au vote suite à une note signée du ministère des Sports, a fait fi de ces mesures. Secondo, les associations telles que celles des footballeurs du Gabon, des arbitres et des entraîneurs n'existent que de nom. Aucune assemblée générale permettant à ces entités de se présenter à Lambaréné lors du congrès n'a pu se tenir depuis plusieurs années. Ces 3 associations fonctionnent de façon informelle. Des informations capitales dont avait déjà relevé le candidat Bosco Alabafal lors de ses précédents recours adressés à la commission des recours de la FEGAFOOT, qui aurait pu servir à tous pour un scrutin équitable, mais hélas, ils ont tout simplement opté
pour un spectacle insipide, le tout devant l'émissaire de la Fédération internationale de football association, dont le contenu du rapport est très attendu. Effectivement, Monsieur le Président, nous avons en date du 19 avril 2018 déposé un recours. Le candidat Alaba, accusé de réception en date du 9 avril 2018. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été notifié de la décision de la commission de recours, la Fédération gabonaise de football. Ce recours a été introduit dans les délais. Je ne peux ne pas aujourd'hui comprendre qu'aucune décision ne me soit notifiée. Simplement, je soulève le problème à l'attention donc de l'assistance. Si je n'exprimais pas ces propos, on pourrait certainement me reprocher. C'est pourquoi, en présence donc du représentant de la FIFA, auprès de qui nous avons également demandé à la commission de recours de tenir copie. C'est sur ce, Monsieur le Président, très respectueusement, j'aurais souhaité quand même avoir la décision de la commission de recours. Sachant bien entendu que les dispositions du code électoral de la Fédération prévoient que les décisions des recours sont sans appel. J'en ai terminé et j'en appelle à votre conscience sur l'équité et la justice. C'était peine perdue. Stéphane Mendene, du reste président de la commission électorale de la Fédération gabonaise de football, a exhorté les parties lésées à déposer des recours à Libreville, dont sa présence à Lambaréné n'avait que pour ordre du jour la tenue du scrutin, une véritable aberration. Mieux encore, tous les médias présents ont été priés de prendre la porte, l'appel des délégués, le scrutin et le dépouillement des urnes se déroulant en l'absence des hommes et femmes des médias, pourtant accrédités à couvrir cet événement sportif. La commission électorale de la FEGAFOOT avait-elle caché certaines pratiques qu'elle ne souhaitait pas exposer à la place publique? On est tenté de conclure par l'affirmatif. Le travail qui devait être accompli en 6 mois l'a été en 6 semaines. Ce travail n'aurait pu être accompli sans l'assistance de M. Gilles Sébastien Doum, secrétaire général de la FEGAFOOT, dont nous saluons les diligences. Vous l'aurez bien compris, le résultat du scrutin n'est nullement celui attendu par ceux qui souhaitent servir le football, mais par ceux-là qui se servent plutôt du football pour se faire le plein des poches. Et on vient donc de le voir dans ce reportage. Un mandat de plus pour le président sortant de la Fédération gabonaise de football. Pourtant, cette réaction ne fait pas l'unanimité dans le circuit footballistique national. Le récit du riche Simaïla. Alain Mungenyi vient d'être réélu à la tête de la Fédération gabonaise de football pour un mandat de 4 ans au terme de l'Assemblée générale élective qui a eu lieu ce week-end à Lambaréné. Le président sortant très critiqué qui, selon les sondages des observateurs avertis du football national, était placé en 3e position derrière Bosco Alabafal et Jérôme Efonzolo, a tout simplement inversé les critiques et sondages en victoire écrasante. Une déception pour certains compatriotes qui prônaient pour le renouveau du football à travers le changement d'homme, contrairement aux autres qui soutenaient la continuité du bureau sortant. Plusieurs questions restent sans réponse à l'heure où Pierre-Alain Mungenyi reprend la tête de la FEGAFOOT et où l'État finance le football gabonais et arbitre tout et presque tout. Quelle sera la marge de manœuvre du nouveau président dans la politique d'autonomisation du football qu'il souhaite mettre en place pour donner un souffle nouveau au football gabonais? On peut se poser des questions de savoir s'il va y arriver. Aussi, à quoi servira véritablement cette nouvelle présidence au moment où le pays doit se hisser au niveau des meilleurs du continent. Telle doit être l'ambition, la seule d'ailleurs pour donner de la valeur à son nouveau mandat, le premier ayant été lamentable. Vous y arriverez, président Mungenyi, avec nos gouvernants qui ne laissent les mains libres à aucun président fédéral. Les amoureux du sport roi du Gabon, tout entier vous suivront dans cet énième mandat.
Et avant de refermer cette édition d'information, on parle encore de la FEGAFOOT et de ses remous pour n'avoir pas pris part au vote au cours du renouvellement du bureau exécutif de la FEGAFOOT le 21 avril dernier à Lambaréné. Mendy Kabangoy, au cours d'une réunion avec les clubs de football de l'Estuaire, a présenté le procès-verbal de l'Assemblée générale et l'agrément technique lui permettant d'exercer pleinement les fonctions de président de la Ligue. Le reportage de Mosconi Ngonomba. La question du véritable président de la Ligue de football de l'Estuaire ne se pose plus. Ce document, sous les mains de Mendy Kabangoy, datant du 17 avril 2018, et signé par Christine Missoni, directrice provinciale de l'Estuaire, indiquant clairement la reconnaissance de l'élection du bureau présidé par M. Mendy Kabangoy en qualité de président de la Ligue de football de l'Estuaire. Et c'est ce document-là que moi je vais verser dans mon dossier de recours lundi demain. Et je ne peux pas faire ça sans que je ne vous donne l'information. Allez-y, partagez cette information à ceux qui veulent l'entendre. Que Mombo me présente un papier comme ça, qui nous montre qu'il est le président de la Ligue de football de l'Estuaire. La direction provinciale a pour but, a pour rôle, n'est-ce pas, d'organiser, c'est-à-dire de regarder et de valider les élections dans une province. Et une fois validées, ils rendent compte à la hiérarchie. Donc j'ai ce document-là, ce procès verbal, qui dit que Kabangoy est bel et bien président de la Ligue de football de l'Estuaire. Naissance de l'élection du bureau présidé par M. Mendy Kabangoy. Le ministère des Sports, après avoir constaté que l'élection de M. Serge Mombo était entachée d'irrégularités flagrantes, n'a par conséquent pas reconnu ces résolutions. A contrario, il reconnaît l'élection ayant élu M. Mendy Kabangoy aux fonctions de président de la dite Ligue. En considérant de ce qui précède, seul le bureau présidé par ce dernier jouit des prérogatives de puissance publique attachées à la l'habilitation ministérielle. Voilà mon agrément. Que Mombo me montre son agrément. Voilà mon agrément qui dit que Mendy est président de la Ligue de football de l'Estuaire. Que Mombo m'amène, là où il a l'habitude de me dire qu'il va m'amener au tribunal. Moi, quand il va m'amener au tribunal, j'amène ça et il présente pour lui. Il faudrait qu'on soit clair. Dans cette rencontre avec les présidents des clubs, quelques explications étaient nécessaires après cette élection entachée de plusieurs irrégularités. Par ailleurs, le calendrier des rencontres des matchs de la Ligue a été réaménagé afin d'éviter les problèmes de dernière minute. Était question, n'est-ce pas, de rappeler à ceux qui jouent le championnat de la Ligue de football de l'Estuaire, c'est-à-dire mon championnat, qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons jouer la phase retour. Donc nous allons jouer la phase de retour à partir de la semaine prochaine. Et cette phase-là va se jouer en deux temps, c'est-à-dire les mercredis et les samedis, pour, n'est-ce pas, terminer cette phase de retour avant que la Coupe du Monde ne démarre. Ça, c'était d'abord la première information. La deuxième information, c'est que j'étais à Lambaréné hier. J'ai vu ce qui s'est passé à Lambaréné. J'ai constaté les élections, j'ai constaté avec amertume les élections, n'est-ce pas, de Lambaréné. Ces élections, pour moi, en ce qui me concerne, ces élections ont été, n'est-ce pas, tachées des irrégularités, en commençant d'abord au niveau de la province de l'Estuaire. Parce qu'il était dit que la province de l'Estuaire avait 2 bureaux, donc il était question, n'est-ce pas, de trouver d'abord des solutions, n'est-ce pas, au niveau de la province de l'Estuaire. Or, quand je suis arrivé, j'ai amené toute ma paperasse, j'ai amené tous les documents qui justifie que je suis bel et bien président de la Ligue de football de l'Estuaire. J'ai amené le procès verbal signé par la direction provinciale qui a reconnu mon élection. J'ai amené, n'est-ce pas, dans mon document, la reconnaissance qui dit que je suis le président de la Ligue de football de l'Estuaire. Donc il était pour nous question, ou encore pour ma question, n'est-ce pas, de donner cette information à tous les présidents, n'est-ce pas, qui jouent mon championnat. Plus de spéculation autour de ce problème. Les documents sont donc clairs. Le président de la Ligue de football de l'Estuaire, c'est Mendy Kabangoy. Il ne lui reste qu'à être en possession de ses droits afin de bénéficier de sa légitimité.
Et on referme cette édition d'information avec une question moins tendue mais tout aussi pertinente. Quelles sont les causes de l'infidélité au sein d'un couple? Cette question vous a été posée en expression libre par Aliane Mbella. En fait, ça dépend. Il y a plusieurs facteurs. L'infidélité vient au cas où l'homme, n'est-ce pas, du côté de l'homme, lorsque la femme déconne. Bon, ça peut aussi faire en sorte que ce dernier, n'est-ce pas, puisse aller dehors, faire n'importe quoi, chercher aussi d'autres copines. Donc l'infidélité pour l'homme d'abord, puisque je suis un homme, si ma femme ou bien ma copine, je constate qu'elle me trompe, bon, ça peut me tirer, en fait ça peut m'exciter aussi à déconner. Bon, maintenant de mon côté, si l'homme, n'est-ce pas, n'entretient pas bien la femme, si l'homme ne s'occupe pas de la femme, bon, ça peut arriver que la femme aussi, de son côté, puisse avoir un regard dehors, à se faire plaire à d'autres hommes qui sont dehors. Donc l'infidélité aussi sur la femme, ça peut être dû à cela. La raison de l'infidélité, c'est la confiance. Le couple ne se fait pas confiance. Tout réside dans la confiance, il faut confiance à son partenaire. Et ensuite, il faut avoir la crainte de Dieu. Donc, le mariage est un don de Dieu. C'est l'union sacrée de Dieu entre une personne et une femme. Donc tout réside dans la crainte de Dieu et l'amour de son prochain. Moi, c'est comme la femme sort partout, puis l'homme ne doit pas courant de ce qu'il parle. Hein? La femme doit soumettre un homme. Il ne doit pas aller n'importe où, gauche à droite, et puis sans faire de discrimination. C'est ça qui fait que l'homme divorce la femme. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de notre rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent.